Bien le bonjour, chers amis, et bienvenue à la prescription avec Dr. Fred Lambert. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous présente un ami que je vois pas assez souvent. On en a tous, des amis comme ça. Des gens avec qui on connecte bien, mais bon, la vie décide autrement, on est occupé. Peut-être, vous avez écouté la disque hier, il était probablement encore une fois en nomination pour je ne sais combien de trophées. Il en a gagné quelques-uns. C'est quelqu'un que j'aime, que je respecte, et que j'admire beaucoup pour sa démarche, mais aussi pour son talent, puis pour ses judicieux conseils. C'est le réalisateur et musicien Philippe Brault. Philippe Brault travaille depuis près de 20 ans comme réalisateur et musicien accompagnateur avec de nombreux artistes de la chanson d'ici, tels que Pierre Lapointe, Ariane Moffat, Dear Criminals, Corias. Il y a plus d'une 50aine d'albums à son actif comme réalisateur et arrangeur. Comme compositeur, il a signé la musique de plus d'une 50aine de spectacles de théâtre, de danse et de cirque, mais aussi de nombreuses séries télévisées. Depuis quelques années, la musique de film prend une grande place dans sa carrière. Il a d'ailleurs été récompensé à 2 reprises du prix Iris pour la meilleure musique originale au Gala Québec Cinéma pour les trames sonores des longs métrages La disparition des Lucioles de Sébastien Pilote en 2019 et Les oiseaux ivres d'Ivan Grobovic en 2022. Voici ma conversation avec Philippe Brault. T'en as fait combien des épisodes? Demain, c'est le 140e qui sort. Quand même. Ouais. Pensais-tu ça au début? Ouais. Ah ouais? Tu sais, j'ai un objectif, tu sais, j'ai un peu têtu dans la vie, parce que j'ai un objectif, c'est 1000. 1000? Mais ça va être à 60 ans que je vais finir. Mais c'est beaucoup de monde aussi. Hein? C'est beaucoup de monde à trouver aussi. Étrangement, là, Ça, c'est pas drôle. c'est jamais réellement tough de trouver des gens. Je sais pas pourquoi. On a tellement de monde créatif. Mais là, mettons, comme cette Ton semaine... mandat, il est large aussi. Tu fais toutes sortes de monde. Fait que... Généralement, c'est juste des gens qui sont liés à l'art. Mais là, tu vois, comme demain, spécialement, je reçois... c'est des artistes aussi, parce que c'est mes 2 ostéopathes qui m'ont traité dernièrement parce que je m'étais fait mal au bras droit. Mais les 2, c'est 2 anciens musiciens qui sont devenus ostéopathes. c'est intéressant. Ouais, donc là, on va parler un peu santé parce que c'est ça, j'ai eu un pépin avant-bras droit, puis eux, ils m'ont vraiment bien fait ça, ils ont bien travaillé, puis en même temps, c'est parler de ça, moi j'aime bien l'ostéo. Toi, tu vois-tu des spécialistes des fois? J'en ai vu, ouais. Pour? De l'ostéo, justement. Ouais. J'avais une épaule de contrebassiste, là, tu sais, complètement en bas ici, avancée, tu sais. Ça me défoquait tout le dos, puis ça avec va? la course aussi, des fois. La course, tu t'es blessé un peu? Des fois, j'ai des débuts d'affaires, puis je suis vraiment prudent. OK. Ben, tu sais, on s'en vient vieux, là. Mais tu vas pas... Tu fais encore des courses, mais tu vas pas faire des marathons et des ultras. T'as déjà fait ça? Oui, t'as fait le demi. J'ai jamais fait un complet. OK, mais t'as fait une course... J'ai fait un ultra trail, mais C'était quoi? C'était à relais, je pense? Ou c'était mais ça, j'ai fait des trucs à relais, mais j'ai fait aussi l'an passé, j'ai fait la Ricana. OK. Mais j'ai fait le plus petit qu'ils font là-bas, là, à la Malbaie, le 28 km. Mais 28 km dans les montagnes à la Malbaie, ça m'a pris plusieurs semaines à revenir. Ouais, non, c'est clair. Puis moi, j'ai encore, des fois, je suis un peu tiraillé d'aller... Je l'ai fait une fois, le marathon. Complet? Un marathon complet, mais... Je l'ai jamais fait. Autonome. Bon, moi, j'ai fait 4 fois la montagne, tu sais. Ouais. C'était ça. Mais le faire officiellement à Montréal, tout ça, c'est... on dirait que je le file pas encore. Tout le monde me dit qu'il y a une énergie. Toi-même, tu me dis qu'il y a une énergie de groupe. Moi, je fais des temps que je ferais jamais tout seul. Je savais même pas que je pouvais les faire, puis je suis même pas si fatigué à la fin. Ah non. Fait que je peux pas comprendre.
comment ça se passe. Mais courir aussi dans la ville comme ça, j'aime bien ma montagne. Moi, je suis confortable. Aussi, j'aime bien ma montagne. Je suis confortable avec ça, puis c'est mes petites habitudes, puis tout bas. Mais aussi... Ça veut dire que tu cours pour toi, c'est mieux. Oui, puis il y a quelque chose que tu m'as déjà dit une fois, tu sais, t'as fait... Parce on s'est croisés, on avait parlé de longue distance, puis t'as dit, tu sais, man, moi, j'aime courir, j'aimerais ça courir encore longtemps, bon, j'ai pas envie de tout détruire ça, rien que parce qu'il y a une espèce de défi qui a pas de bon sens. Puis même un matin, tu vois, je courais, puis je me disais, c'est juste, j'ai mon 10 km un ton, ça dépend, là, si je suis un peu fatigué, mais si je garde mon 10, c'est suffisant. Là, oui, c'est assez maison. C'est le fun. Mais toi, tu fais même pas de muscu, tu fais même pas... Oui, je fais un peu de muscu. Aussi? C'est léger, là. Ouais, 3 fois semaine. Ouais. OK. T'es en forme. Je sais pas si je suis en forme. J'essaye d'être en forme. Mais j'ai pas une génétique de sportif en forme, là. C'est pas facile pour moi. C'est un défi? Ouais, tu sais, il y a du monde qui s'entraîne 2 fois puis ils deviennent en forme, là. Je sais pas comment dire. Il y a du monde qui embarque sur un sport, ils ont un physique athlétique. Ils commencent la course, ça marche tout de suite, puis après ils font juste l'améliorer. Moi, je viens pas de là du tout, là. Fait que, c'est un gros projet. Tout me demande... T'avais quelqu'un qui te coachait aussi? Ouais. Il me fait encore des programmes, mais je le vois plus. OK. Mais je m'entraîne chez moi à la maison tranquille. Puis de toute façon, je veux juste pas trop vieillir. Tu veux pas trop vieillir, t'as peur de vieillir? Non, j'ai pas peur de vieillir, j'ai peur d'être fatigué, d'avoir mal partout. Fatigué. Puis faut prévoir ça. Ben, c'est peut-être... Parce que malheureusement, on a mal partout puis on est fatigué. Mais puis force d'admettre que la musculation, c'est vraiment ça qui aide à bien vieillir. Moi, en plus, plus que la course, honnêtement. Plus que la course. Puis moi, je suis full cardio. Puis là, des fois, je suis comme, puis moi, j'aime pas la musculation. J'aime pas ça. Puis là, tu sais, j'ai mes kettlebells. Puis non, j'ai ressort. C'est plate, mais c'est juste plate. Ouais, c'est plate. C'est juste plate. Puis je sais que ça optimise tout par après, mais c'est dans l'exécution. Là, puis là, je mets des vidéos sur YouTube, une espèce de full body workout, 20-25 minutes. Puis ça me fait suer physiquement et mentalement là, à chaque fois. Mais bon, faut faire ce qui est. Mais hey, ça fait longtemps qu'on se connaît. Oui, ça fait longtemps qu'on se connaît. Je sais pas ça fait combien de temps. Mais... je te dis dans mes souvenirs, puis on parle d'environ, peut-être c'était 2006-2007 qu'on se rencontre. On s'approche du... Près de 20 ans. Du 20 ans. Ouais. Mais je me suis rappelé quand même, moi, la première fois que je t'ai vu, toi, tu m'as pas vu, on se connaissait pas, je te parlais pas. Puis c'était à Joliette, j'enseignais au Centre culturel de Joliette. OK. Puis j'avais 1 heure de break de 6 à 7. Puis là, je recommençais, j'avais des cours avec des adultes au Centre culturel. Puis il y a la salle qui était en bas, la salle de concert. Ouais. Et toi, je vais dans un petit restaurant au centre-ville, puis t'étais là au restaurant avec Philippe B. Ah ouais? Ouais, puis je pense que vous étiez en duo. Probablement, on a joué beaucoup en duo. Beaucoup en duo. Puis là, vous étiez en train de jouer. Moi, j'avais reconnu la face à Philippe B que je ne connaissais pas encore. Puis j'avais comme mangé à la table à côté. Puis j'écoutais un peu qu'est-ce qui se passait. L'origine du long malentendu, Philippe B, Philippe Brault. Exact. Qui était présent. Puis là, c'est la première fois que je t'ai vu physiquement. Puis après, plus tard, on a eu des amis, des projets, ça s'est croisé. Mais tu sais, ce qui est intéressant, je trouve, dans ton cas, c'est que moi, j'ai été témoin de quand même une bonne transformation artistique de ta part. T'sais. Au début, justement, tu étais le musicien. Je savais que tu faisais des arrangements, tu faisais des trucs, mais à la base, tu étais musicien. C'était surtout ça. Et ça s'est transformé tellement naturellement, on dirait, tout ça. C'était juste par confiance, par essai. C'était... Je sais pas comment toi-même tu vois ça. Parce qu'aujourd'hui, quand on dit ton nom, on parle pas tant de basse maintenant. Non, je pense même qu'il y a des gens qui le savent pas nécessairement. Sont un peu surpris quand ils me voient jouer sur une tournée. Ouais. Exact. Mais ça te convient? Ça me va très bien. Tout ça me va bien. Ouais, moins de tournées, plus de studios. Mais je fais encore de la tournée. Oui. Je suis pas capable d'arrêter d'être un musicien de tournée. J'en fais beaucoup moins. C'est sûr que c'est mieux pour ma vie. J'aime mieux ça maintenant, mais quand j'en fais pas du tout, ça me manque beaucoup, tu sais. C'est sûr. Mais il y a quelque chose où... Ouais, il y a toute une part de ce que j'ai découvert en faisant les autres affaires, une part de ma créativité, je pense aussi, que moi, j'ai pas trouvé complètement juste dans être un interprète sur mon instrument. C'est pas comme ça que je pouvais parler le plus ou que je me sentais le plus utile dans les projets non plus, mais j'aime ça le faire encore. Puis trouver sa place là-dedans, je sais pas, mais tout s'est fait très
J'ai pas fait de grands plans, là, tu sais. Ah, là, je vais faire un switch, là, maintenant, je vais faire plus ça. Tu sais, ça s'est tout fait tranquillement, une chose menante à l'autre. Puis même, sur un point de vue scolaire, ça n'a pas été... J'essaie de retracer c'est quoi que t'as fait. Je sais que je connais ton l'école secondaire où t'es allé, ouais. Mais après ça... Comme plein de musiciens à comme Montréal. Plein de musiciens. François, à JFP. JFP, c'est ça, c'est le cas. Mais après ça, je ne sais pas qu'est-ce que t'as fait. Ben, c'est compliqué parce qu'à JFP... Moi, j'ai fait le plateau avant ici. Ouais, c'est ça. J'étais petit. Un autre chemin que bien des gens font, plateau et JFP, Ouais. c'est souvent... Mais souvent ceux qui font le chemin puis qui deviennent musiciens, parce que la plupart ne deviennent pas musiciens, passent par le conservatoire aussi pendant JFP. Ah oui, des fois en parallèle. Ouais, c'est vrai. Ouais. Il y avait comme une entente avec eux ou ont de la musique dans leur famille ou un truc comme ça. Moi, j'ai rien de tout ça. J'ai appris la musique là-bas à l'école. OK. Puis... Mais au début, c'était violon de Barre avait fait, non? Donc, c'est comme ça, là, au plateau, on commençait tout au violon. C'est ça. Après, j'ai fait violoncelle. OK. J'ai toujours grossi. J'ai contrebasse en secondaire 1 à JFP. OK, c'est là que ça a commencé, contrebasse. Ouais. Okay. Puis là, contrebasse tout mon secondaire. Puis rejet beaucoup là, en secondaire 5, là, je me suis plus décidé, j'étais devenu comme un meilleur contrebassiste. Puis là, mais j'avais un vrai sentiment de rejet de la musique classique là, à cause de... Je dirais à cause du corps professoral de l'époque, beaucoup. OK. Qui a eu une influence... ouais, les chefs d'orchestre, tout ça. Néfaste. Ouais, très dur pour moi. Puis okay. là, je suis parti en... j'ai fait jazz à Saint-Laurent après, en fait. OK, t'as fait jazz. À la basse électrique, pour plusieurs raisons. Un, parce que s'acheter une contrebasse, c'est un défi quand tu sors du secondaire. Puis parce que j'aimais ça, j'avais des bands, je jouais de la bass. Fait que je suis allé là, en fait. Puis j'ai fait 3 ans là-bas parce que j'ai fait l'année d'arrangement jazz. Mais pendant cette année-là, je tournais déjà beaucoup. En plus. Mais un peu comme Joseph Marchand, comme Joseph me racontait que il était aux études, puis il dit, mais en même temps, les gigs apparaissaient tellement que là, c'était problématique. Moi, ma dernière session de cégep, j'ai manqué 5 des 15 semaines parce que j'étais en tournée. J'avais de la misère à remettre mes travaux, mais ça marchait, je m'entendais avec mes profs, tout ça, mais après ça, j'avais un band dans lequel j'étais qui allait enregistrer un disque à l'automne, fait que je m'étais dit, je vais m'inscrire à l'université. L'année d'après, là, je vais faire cette année-là du disque puis de la tournée, puis... je suis jamais allé à l'université, c'est ça. Non. C'est ça qui est arrivé. Je me suis mis à travailler, en fait, pendant le cégep. Mais t'as la technique en jazz. J'ai la technique en arrangement jazz. En arrangement jazz, OK. Ouais, on écrivait pour Big Band, là, pis tout ça. Là. C'est ça, donc... J'ai appris beaucoup l'écriture, là, quand même. C'est là que je me suis posé la question sur l'écriture, parce que à un certain moment, je me suis dit, as-tu appris juste en pognant des livres puis en gossant tout seul? Mais t'as eu quand même un petit peu de cours là-dessus. J'ai eu des cours, j'ai eu 1 an de cours là-dessus, tu sais, sur vraiment, tu sais, en arrangement de jazz, là, c'était de la conduite de voix, puis de l'harmonie, puis tu sais, fait que oui, toutes ces affaires-là de base, je les ai. Après, tu sais, je veux dire, toi tu le sais, mais quand on fait des années d'orchestre aussi, veux pas, t'es tout le temps assis dans un environnement où tu remarques les couches d'arrangement, là, tu sais, il y en a qui étudient toute leur vie des instruments solos, puis je pense que c'est une autre affaire, là, mais... Oui. Quand tu fais de l'orchestre symphonique, beaucoup, t'apprends ça. Ouais, les balances. Tout cas, ça dépend de comment qu'est-ce que t'écoutes pendant que t'es là. Mais... C'est intéressant que tu dises ça, ouais. Moi, je remarque avec le temps, puis surtout parce que là, je fais bien de l'orchestre en ce moment, puis je remarque que le rôle d'alto me convient tellement parce que c'est beaucoup moins chargé dans la partition que violon. Ce qui fait que j'ai le temps d'apprécier l'harmonie, j'ai le temps d'écouter les accords, j'ai le temps d'écouter un paquet d'affaires que je pourrais pas nécessairement faire. Je pense plus que ça, alto ou la contrebasse dans mon cas, on est dans l'harmonie. Ouais. Alors que quand t'es dans les instruments solistes, souvent ce que tu vas retenir de la pièce, c'est les moments. Les mélodiques. Les mélodiques, tout ça, mais nous, on est les outils... C'est ça. De tout le reste qui fait la richesse de la pièce aussi. Donc, on est au milieu de ça, c'est intéressant. Mais c'est être dans la forme. C'est être dans la forme puis de naviguer un peu là-dedans. Puis ça, je m'aperçois, parce que j'ai fait longtemps du violon, jusqu'à 21 ans, puis je faisais de l'orchestre aussi dans ce temps-là. Mais je me souviens encore du feeling que c'est ça. C'était une obsession de mélodie. J'écoutais rien. Je me rappelle encore de ce sentiment-là de juste essayer de suivre le chef, c'est de nailer les mélodies, les faire le plus phrasé possible. Puis là, justement, le fait que quand t'es à l'alto, des fois t'as de la mélodie, des fois t'en as pas, ben là, t'as le temps justement d'apprécier, de savourer, justement. Mais c'est vrai après aussi, là, moi je suis un bassiste dans des groupes, quand j'accompagne des chanteurs, tout ça, le bassiste aussi, il y a une position de... C'est ça. Il a le temps d'écouter ce qui se passe autour, il peut déterminer de l'harmonie, il peut écouter tous les autres éléments à part celui
principal que tout le monde écoute, mais c'est une position qui est à la fois d'action puis d'observateur qui va bien avec comme... Y a-tu bien des bassistes qui sont réalisateurs? Ouais, quand même. Parce que tu sais, des fois, il y a des trucs typiques. Souvent, des chefs d'orchestre vont être pianistes, par exemple. Ouais. Il y a des exceptions. Des fois, des percussionnistes, ça arrive aussi, parce que puis ça aide aussi pour la pulsation. Mais ouais, c'est ça. Donc, bassiste et réalisateur, en fait, ça fait un certain sens parce que justement, le musicien est capable d'écouter toute la couche en même temps. Ce qui est sûrement le défi à faire en studio, je présume, je sais pas. Ouais, c'est un peu ça le défi, j'imagine. Ouais. Mais tu sais, c'est des affaires de curiosité. Après, il y a des instruments, mais tu sais, je me rends compte que, je sais pas, moi, j'étais j'achetais beaucoup d'albums là, de disques quand j'étais jeune. J'aimais ça. Là. Quand j'étais au secondaire, là, je foxais des cours pour aller chez Sam quand les albums importants sortaient. J'ai acheté des disques, puis je lisais les crédits au complet. Ouais. J'aimais ça savoir qui avait joué sur le disque. C'était qui le réalisateur. J'ai compris jeune, c'était quoi. Ouais. Pas parce que je voulais faire ça du tout, c'est juste c'est des choses que... Puis je lisais des critiques, je lisais des articles. Je pensais devenir critique de disques, chose qui serait mon cauchemar aujourd'hui, mais je pensais ça quand j'avais 12-13 ans parce que j'aimais ça lire le Rolling Stone, le Spin Magazine, les trucs, lire les critiques, j'adorais ça. Fait que là, quand j'ouvrais une pochette, je lisais des crédits. Fait que tu sais, c'est plus une affaire aussi d'une curiosité globale de comment les choses sont faites puis sont fabriquées. T'sais. J'ai un genre de cerveau bizarre qui fait toujours rire ma blonde parce que je suis le genre à rouler sur l'autoroute puis me demander... Ce poteau-là, il y a 3 sortes de fils. Qui le paye? C'est-tu Hydro ou Bell? Tu sais, des choses pas importantes, mais je me demande comment les choses sont faites à tous les jours quand je les regarde. Comment sont fabriquées? Ouais, comment sont fabriquées? Comment ça marche? C'est quoi la règle? Tu sais, mais je pense que j'ai la même chose quand j'écoutais de la musique quand j'étais jeune. J'ai comme, qui a décidé de ça? Qui fait ça? Pourquoi ça sonne comme ça? Fait que c'est juste un... Parce que c'est au-delà de la musique aussi. Ben oui, c'est au-delà de la musique, tu sais. Ben beaucoup, ouais. Parce que c'est tout, je veux dire industrie, mais non, pas vraiment. C'est le mot qui m'intéresse vraiment pas. Exactement, c'est ça. Parce que l'industrie, c'est une affaire, mais toute la fabrication, les choix décisionnels sur pourquoi ça finit de même. Puis là, quand il y a t'es-tu aussi genre, t'aimes un album, puis là, ils font une réédition avec nouveau montage, nouvelle balance, tout ça. T'es-tu du genre à avoir plusieurs versions d'un truc que t'aimes? Non, j'aime vraiment pas quand on revisite les trucs. J'haïs ça, moi, tu sais. Ouais, j'aime pas ça. Ça, je vais pas là. J'aime ce que l'album, il me dit sur l'époque où il a été fait, l'état d'esprit dans lequel les gens étaient quand ils l'ont fait. Puis après ça, voir 60 ans plus tard qu'ils veulent le corriger, mais... Puis mais c'est une mode assez... Tu sais, c'est assez populaire. Les gens font beaucoup ça. Ouais, c'est une bonne façon de remonétiser quelque chose qui existe déjà. On va se dire que c'est ça quand même beaucoup, là. Ouais. Mais des fois, il y a un vrai truc de... Mais puis aussi, ils font ça pour les albums anniversaires. À chaque fois, j'étais un peu comme, tu sais, là, c'est quoi? C'est l'album bleu Weezer, il y a un anniversaire, puis ils ont refait... Là, ils font un album avec d'autres versions, puis là, 1000 affaires, puis l'album, finalement, il est de luxe, gigantesque. Ça m'éteint, là, mais ça m'éteint. Ouais, moi non plus, j'ai pas de passion pour ça du tout. Je comprends, peux-tu juste garder l'original, puis un point, c'est tout. Mais en tout cas, il y a des collectionneurs, puis il y a des gens qui vont apprécier ça. Quand tantôt tu parlais que le corps professoral, on va pas le nommer, là, mais le corps professoral qui t'a un peu éteint... Ils sont pas mal tous morts de toute façon. Bon, parfait. OK. Alors, on va les nommer. Mais qui t'a donné... Ben, qui t'a amené dans une autre direction avec la musique. Cette direction-là, elle s'est construite. Justement, tu sais, tu parlais, j'achetais beaucoup d'albums de différents styles, tu sais, c'était pas du classique, alors que toutes les études étaient centrées sur la musique classique. Mais moi, en même temps, ça, c'est un gros luxe, parce que moi, il y avait pas de musique classique chez moi, là. Moi, j'ai appris ça en étudiant, là. J'ai appris à apprécier ça en le jouant. C'est une bonne façon d'apprendre à l'aimer, là. OK. Je trouve, personnellement, parce que tu rentres pas non plus nécessairement avec une genre de révérence pour... tout ce qu'on t'a enseigné avant dans ton enfance, puis qu'est-ce qui t'a respecté, puis qu'est-ce qui est moi. Tu sais, tu rentres dedans, puis si ça se passe avec tes amis pendant que tu le joues, tu l'aimes, la pièce, ça devient ta pièce préférée parce que tu l'as joué en concert, puis à chaque fois, c'était bien émouvant quand t'arrivais à cette partie de violoncelle. Tu sais, il y a quelque chose de beau là-dedans qui est très... Absolument. Juste la perspective de l'intérieur. Mais moi, non, moi, quand je dis que j'achetais beaucoup d'albums, j'étais un gars typique jeune des années 90, là, j'achetais... du grunge, du vieux classique rock. T'étais un gars de ton temps? Comme ado, ouais, c'est clair. Ouais. Ton père ou ta mère, y avait-tu une petite collection que tu pouvais fouiller pour Vraiment, t'inspirer? mon père, c'est un grand amateur de aussi? rock. Ouais. OK. J'ai été élevé plus dans Led Zeppelin que dans d'autres choses, là, tu sais. Moi aussi.
Mon père, grosse collection de vinyles qui me léguait moi, d'ailleurs. je les avais descendus dans ma chambre là, à l'adolescence, puis j'écoutais ça, ouais. Il y avait mais c'était très varié. Il y avait aussi du québécois, il y avait toutes sortes de... Moi, j'aimais bien ça aussi, de l'espèce d'époque vinyle. T'es-tu vinyle, toi, maintenant? Ouais, j'en ai, ouais. Ouais, tu vas quand même là. Une petite... De temps en temps, moins qu'avant. Mais t'achètes encore? Ça m'arrive. Ça t'arrive, de temps en temps? Moi, ça fait un bout, je dois admettre que j'ai pas fait ça. Ça m'arrive. Moi aussi, ça arrive moins souvent, mais j'aime bien quand, mettons, un disque que j'aime vraiment puis que j'écoute souvent, il y a aussi un genre de... Ouais. Mais t'achètes en vinyle seulement maintenant? Ou... Oui. OK, c'est ça. Juste en vinyle. Des CD? Non. C'est pas mal fini. Ouais. J'ai même pas de lecteur CD chez nous. T'as-tu gardé tes vieux CD? Ils sont malheureusement, oui, empilés dans mon garde-robe. Quoi ça, malheureusement? Ben, je sais pas quoi faire avec. Ah ouais? Ben moi j'ai comme décidé... mes enfants là sont du 10 et 7. Je leur ai acheté un radio, un lecteur CD. Ouais. S'ils veulent écouter de la musique, c'est par CD jusqu'au jour où ils auront, je sais pas, une bidule. Puis c'est le fun. Ben moi, j'ai un rapport à ça qui existe encore avec mes enfants parce que moi, j'ai une vieille voiture que j'étire. Elle a maintenant 18 ans. Wow! Puis la seule façon d'écouter de la musique... Tu vas être triste quand ça va être fini, ça s'en vient, là, ça achève là. Il n'y a même pas de prise auxiliaire ou rien. La seule façon d'écouter de la musique, c'est, à part la radio, c'est des CD. Puis le lecteur fonctionne encore? Le lecteur fonctionne encore. Mais il faut que le CD soit en impeccable forme, sinon il saute. Donc, il y a tout un pan de musique qu'on écoute dans la voiture qui sont des choses que j'ai achetées il y a longtemps que... Là, les enfants mettent ça, mais tu sais, on n'a pas... J'en avais pas plein dans l'auto, mais il y en a, tu sais. Bon. Ça fait un roulement, tu sais. Ça fait un petit roulement, c'est ça. Écoute, mais c'est drôle, personne ne sait quoi faire exactement avec ça, puis de plus en plus... ben c'est ça. Toi, comment tu te situes par rapport à ça, justement, les albums numériques? Parce qu'aujourd'hui, en musique classique, parce que la compagnie avec qui je travaille ne veulent faire que des albums numériques. Ben, je comprends. Puis, I get it, c'est correct. Moi, j'imprime les pochettes. Je fais juste imprimer la pochette en papier. Puis je la donne aux gens. Ah ouais, OK. Puis il y a un code à l'intérieur. Je fais, hey, c'est comme ça, c'est comme le booklet. Attends une minute, je vais aller le chercher. Tu fais ça, toi? Ouais. C'est ma nouvelle façon de faire comme ça. Les gens ont un objet. Ah wow, c'est beau. Puis là, tu as l'objet. Puis ensuite, si tu es tanné de l'objet, tu le mets à la récupération. Un vrai livret, là, complet, là, bien imprimé. Là. Puis comme ça, et puis ça coûte rien. Ça coûte génial. Rien. Puis juste au tout début déjà, c'est paf, tu fais ça, tu vas chercher l'album. Mais moi, c'est ma nouvelle façon de faire. Parce que je trouve ça quand même navrant de ne pas avoir un objet. Hey, j'ai même pas écouté ce disque-là. Puis, oh, mais c'est à toi. Puis l'objet après, ben, ça me dérange pas si la personne le jette parce que, point de vue environnement, c'est correct. T'sais. Puis après... c'est génial. Ouais, j'ai commencé ça, mais... T'es-tu pessimiste par rapport à justement, à cet univers musical dans lequel on gravite? Est-ce que je suis pessimiste? C'est sûr que du point de vue du travailleur professionnel, c'est dur de pas l'être. OK. C'est dur de voir comment on va maintenir le niveau de vie des gens qui font ça vraiment à temps plein. Le niveau de vie tu veux dire d'être un musicien qui vit bien décemment de ça. Puis... Ça existe vraiment, à part quelques-uns, tu sais. Ben, ça existe de moins en moins. Ouais. Donc, c'est dur d'être optimiste. Ouais. Mais ça existe. Mais tu penses pas justement que les gens vont commencer à faire... essayer d'exceller dans un truc qu'ils peuvent faire musicalement puis qu'ils vont être obligés de faire une autre job à côté. Tu sais, par exemple, hier, j'avais une discussion avec le compositeur Éric Champagne, que j'adore, Éric. Ouais. Puis Éric, depuis que je le connais, ça fait, lui aussi, ça remonte à longtemps, un de ses profs lui avait dit, tu veux être compositeur? Il dit, super. Premièrement, tu pourras jamais vivre de composition. Donc, dans ta vie, trouve les jobs à 2, max 3 jours semaine. Pour te faire un fond. Paye ton loyer. Puis ton épicerie, puis avec ça, c'est juste suffisant. Puis après, compose. Puis lui, il a fait ça tout le temps, puis ça a toujours été une bonne chose. T'sais. Il a trouvé il travaille un peu à la bibliothèque, il travaille dans différents boulots. Parfait. Puis il dit, écoute, après, j'ai assez de temps, puis ça nourrit une certaine énergie. Il dit, je suis excité d'aller écrire après. Je suis content d'aller écrire. Puis il dit, en même temps, je les aime, mes petits jobs. J'ai l'impression que ce modèle-là que Éric vit va devenir le futur modèle d'un musicien
contemporain, je veux dire, d'aujourd'hui. T'sais. Mais ça a toujours été vrai, là. Pour certaines tranches, tu sais, comme compositeur en musique, mettons. Mais même la musique pop, tu sais, parce qu'il y a une compétition tellement élevée, il y a tellement de monde dans ce milieu-là. Mais ça a déjà généré de l'argent, c'est ça que je veux dire. Oui. Il y a déjà eu une époque où ça générait de l'argent. Les disques, bon. Et tout ça, tu sais, les disques généraient de l'argent. Quand ça passait à la radio, ça générait de l'argent. La différence pour moi est, oui, c'est peut-être je parle pas juste de salaire ou tout ça, c'est même la façon dont on peut le faire. Tu sais, le temps qu'on avait avec combien de musiciens en studio pour trouver des idées, pour faire le disque qui nous impressionne beaucoup, qui est sorti en 86, mais tu sais, maintenant, il faut que je fasse des albums qui ont les mêmes ambitions dans la tête du chanteur. Là. Tu sais, dans son cœur, il veut faire un album tout aussi grandiose mais les autres. En argent d'aujourd'hui par rapport à avant, il n'y a même pas le tiers du budget pour faire son disque, puis c'est bien difficile de convaincre quelqu'un de mettre plus d'argent que ça là-dedans parce qu'il le reverra pas. Exact. Donc, c'est pas juste une affaire de qui le fait, comment le fait, on se trouve-tu une autre job, c'est même les moyens qu'on a pour le faire, pour avoir des ambitions même. Puis aussi d'être capable de pas juste penser à il va-tu y avoir au moins une chanson rentable sur mon disque puis juste parler de création mais pas de tu sais c'est toutes ces choses-là qui sont difficiles je trouve maintenant un peu plus. Puis toi tu le sens déjà mettons ces discussions-là de je le sens depuis plusieurs années. Ah ok. Oui je le sens depuis plusieurs années mais c'est étant dit je disais comme travailleur c'est dur d'être optimiste mais je suis pas inquiet parce que je trouve qu'il se fait tellement de bonne musique que je suis pas pessimiste par rapport à ce que la musique va bien aller en tant que forme d'art, la musique, c'est... Sans parler de l'intelligence artificielle? C'est ça, mais ça, c'est compliqué, tu sais. T'es-tu amusé un peu là-dedans? Non, je refuse de nourrir cette bête-là. Moi non plus, j'ai pas encore mis mes pieds. Je veux même pas écrire quelque chose sur ChatGPT. Non, j'ai peur que cette bébelle-là va aller comme dans mes affaires puis voler mes trucs. Il est déjà partout dans nos téléphones, sur plein d'applications, mais je pense que c'est... Moi, je serais inquiet de l'intelligence artificielle si mon principal revenu, c'était... la publicité. OK. Parce que, mettons, être compositeur pour la pub, c'est déjà fonctionner comme une intelligence artificielle. C'est déjà recevoir un prompt du client. Il faut que ça ressemble à ça, que ça dure tant de temps, mais plus ensoleillé avec ces 6 instruments-là, s'il vous plaît, puis qu'il y ait une pause quand Yogo arrive, tu sais. Ben, rendu là. Puis donc, c'est vraiment une job qui est facile à donner à une entité non humaine. Puis en plus, on va se le dire, le monde de la pub est pas nécessairement celui où le niveau d'éthique est le plus élevé. Fait que moi, je pense que si c'était ça, là, je serais vraiment très inquiet. Après, moi, je travaille dans des environnements où, tu sais, les gens, ils veulent parler avec quelqu'un, ils veulent être compris, ils veulent qu'on... Oui. On est en discussion, on s'assoit ensemble, on discute d'une vision, on fait des trucs. C'est pas quelque chose que tu fais tout seul à... Non. Puis ça, il y a une valeur à ça. Je suis bien romantique, puis je crois à ça encore pour un bon bout de temps, tu sais. Mais je pense que l'intelligence artificielle va remplacer des affaires, mais elle va pas tout remplacer. Non, ça va faciliter des jobs, tu sais. Là, il parle des les fameux doublages là, au cinéma, là, que l'intelligence artificielle va faire ça. Va faire ça maintenant, dans toutes les langues possibles, inimaginables. C'est sûr. Ça, c'est sauté aussi. Là, c'était, en tout cas, parce que j'étais un enfant qui a apprécié le doublage. Quand j'étais petit, j'écoutais des films doublés en français. Puis écoute, il y avait une personnalité, tu reconnaissais les voix, mais c'était en même temps, c'était charmant, il y avait quelque chose, mais là, ça va te vouer à... Puis ça va enlever encore du travail pour les comédiens, puis... Souvent... Non, puis il y a clairement des genres de gros films, là... Tu sais, ce qu'on appelait les straight-to-video dans le temps, tout ça, ou les trames sonores en AI, ça se peut, là, tu sais, pour eux. Tu comprends ce que je veux dire? Ben ouais. Puis ça, il va en avoir, mais encore une fois, c'est quand même... Ce que je veux dire, c'est qu'on va... Ce qui est inquiétant, c'est qu'on va perdre des jobs, mais on va pas perdre les gens qui ont des vraies visions, parce que c'est les jobs où on te demande d'en avoir pas trop, s'il te plaît, qu'on va perdre. OK, ouais. C'est déjà des jobs où on veut pas trop que tu débordes du cadre puis que tu fasses exactement ce que tu veux puis que... Tu sais, je sais pas. C'est avant, en tout cas, peut-être que je suis naïf. Là, mais encore une fois, on revient à l'art vivant que c'est tout le monde le dit, le crie, que c'est la dernière chose qui va rester. Peut-être qu'il va y avoir une renaissance de ça encore plus grande. Ça va être l'expérience d'aller voir des humains faire, exécuter. Ouais. Ce qui est dur avec ça, moi, je trouve, on a la discussion récemment avec beaucoup d'amis musiciens, c'est que c'est cher aller voir des shows. C'est très cher. Mais même les shows que nous, on fait. Là. Oui, je sais. Des fois, je suis surpris, là, je regarde. Mon Dieu, les gens, ils ont payé ce prix-là pour venir ici. Tu sais, je suis... À part après, je regarde la mathématique, combien on est payé, qu'est-ce que... Tu sais, la salle, le nombre d'employés, je fais, c'est sûr que c'est cher, mais... C'est de l'argent. Mais comment on fait pour que les gens qui n'ont pas tellement d'argent, il leur reste cette part-là aussi, tu sais, parce que...
Ben, il y a des deals. C'est ça, mais c'est des grosses questions, je trouve, ou si on veut que l'art vivant reste au-delà. T'sais. Ouais. C'est vrai que c'est cher pour certains shows, mais en même temps, je suis toujours tiraillé avec cette question-là. Je sais, moi aussi, c'est compliqué. Parce que, tu sais, moi, j'étais un bon consommateur d'humoristes, j'aime bien ça. Puis là, dernièrement, tu vois, regarde, il y a qui s'en vient au Centre Bell, là. Puis moi, j'ai les shows, les gros shows, là. Les shows d'humour au Centre Bell. Ouais, parce que c'est trop de monde. Puis c'était... Jim Gaffigan avec Seinfeld. Mais Gaffigan, je l'aime bien, puis c'est un des humoristes préférés à mon beau-frère. Puis je me suis dit, je pourrais acheter une paire de billets, puis l'amener voir ça, ce serait cool, une activité, tu sais. Je vais regarder ça. C'est tellement indécent. C'est tellement indécent. Mais ça va être sold out. Et c'est quand même un spot et un micro. Donc là, après, il y a toute la logique là-dedans. Tu fais, est-ce que je paye pour ça? Ça n'a pas de bon sens. Après, il y a tous ces gros shows-là que les gens sont capables d'investir. Mais les petits shows que toi puis moi, on trouve que c'est cher. C'est pas si cher non plus. Non, c'est pas si cher non plus, mais c'est cher pour n'importe qui a pas un salaire un peu serré, là. Absolument, puis que c'est vraiment une occasion spéciale quand tu vas voir un show, tu sais. Ben, oui, c'est sûr. Puis... Ben, c'est normal, je sais pas comment faire autrement, là. Je dis pas... Puis au moins, tu tiens... Puis en même temps aussi, il faut mettre une valeur là-dessus. On est beaucoup de monde à travailler en même temps, ça se paye, tu sais. Je veux dire, tout est cher, mais... Tout est cher, puis même, je peux te dire que ça paraît qu'en ce moment, les gens se serrent la ceinture. À chaque fois que je fais des shows, maintenant, dans les maisons de la culture, tu sais, c'est pas tout le temps plein. Maintenant, c'est tout le temps plein. Ouais. C'est tout le temps, il y a des listes des files d'attente, c'est gratuit. Ouais. Mais les gens veulent quand même la culture, mais il y a du monde, comme on dit, qui n'ont pas d'argent. Mais maintenant, ces événements-là, je suis flabbergasté parce que des fois, avec Molinari, on présente des affaires hard, puis c'est plein. Là, je suis comme, wow. C'est génial, ça. Ouais, c'est génial, mais ça en dit quand même long sur justement l'économie en ce moment, sur tout ça. Dans toute la diversité de ton emploi de musicien, c'est lequel des chapeaux qui te plaît le plus? Ouais, c'est la grande question, ça. Mais je suis quand même curieux parce que je t'ai vu heureux en tournée, je t'ai vu heureux en studio. Ouais. Moi, je peux te dire ce que je pense qui est l'affaire. Ouais, vas-y. La fois que je t'ai vu le plus heureux, c'est quand quand je te croisais, puis là que t'es en train de travailler un projet avec un artiste pas connu. Ouais. Et que là, t'es en train de construire cette affaire-là. C'est là que je t'ai vu le plus heureux. Ah ouais. J'adore les premiers disques. Que les artistes renient souvent après, parce qu'un premier disque, c'est toujours tough, mais moi, j'aime ça, c'est sûr, il y a quelque chose de... Il n'y a pas d'attente, il n'y a pas de... Non. Puis il y a un puits infini de la personne accumule des tonnes depuis 7-8 ans. C'est sûr que c'est le fun. Mais c'est un peu triste, ce que je veux dire, mais j'ai un peu eu besoin là, de prendre une pause de faire des disques, en fait, de chansons. J'ai eu un genre de petit passage à vide par rapport à ça. Là. Trop plein? Trop plein, ouais, trop plein. Je pense que c'est surtout ça. Là. C'est à propos de moi, là. C'est pas à propos de ce que c'est, mais j'ai un peu à... je deviens plus vite fatigué par ce processus-là. C'est-à-dire? D'accompagnement. D'accompagnement, puis après d'enrober, puis des formules. Oui, puis une certaine formule. De la structure chanson, même, je dirais. Ouais. Où j'ai l'impression que... Mais j'aime encore ça quand ça se passe vraiment bien. C'est encore une affaire que je trouve vraiment le fun. Mais j'ai eu besoin d'en faire moins, mais j'en faisais beaucoup trop aussi. Là. Il y a aussi ça, là, j'en ai fait tellement. Puis tu veux pas te répéter trop non plus. Tu veux quand même garder une certaine inventivité, mais comme tu viens de le dire, la chanson... C'est une chanson quand même. En général, il faut que tu trouves une façon... Il y a aussi un rapport dans la chanson à quand même un certain rapport à l'efficacité qui s'est mis à me fatiguer aussi. J'aime les choses pas si efficaces en musique. J'aime ça. J'aime la musique qui se permet de pas être ça, mais il y a pas beaucoup de place pour ça dans la chanson plus pop, je dirais, tu sais. Ouais, ça dépend des gens, là, puis c'est pour ça qu'il y a des gens avec qui ça va toujours être facile puis le fun de le faire, mais j'ai de la misère à dire que tu fais des disques pop. T'sais. Oui, je sais, mais fondamentalement, c'est le même travail. Je sais. Ouais. Mais même quand tu dis, tu sais, j'aime ça les choses lentement, des albums, tu sais, des albums thématiques, qu'on pourrait dire ainsi, là, qui se relient, tu sais, du début à la fin, t'es plus dans cette veine-là que Oui, mais c'est très old school, je fais encore des albums, là. Je fais pas de collection de chansons. T'as-tu déjà eu le fantasme d'essayer, d'inventer, de faire un disque que ça serait juste
du hit, tu sais, des hits. Non, à zéro. Je sais même pas trop c'est quoi. Dans le sens que je sais c'est quoi, Ben là, oui. j'en ai eu des hits, tu comprends ce que je veux Oui, dire? Là, avec du monde, mais tu sais, je raconte souvent que je suis vraiment pas bon. Là. J'ai déjà voulu enlever une tune d'un album parce que c'est celle qui m'intéressait le moins, puis le label a fait non, je pense qu'il faut la laisser, puis ça a été le premier single pour la plus grosse tune du disque. Tu sais. Ok, ouais. J'ai ce rapport-là, des fois pas, ça m'arrive pas tout le temps, des fois j'y reconnais les hits. Là, Oui, bien sûr. Bien sûr, sinon je serais pas là, puis pourrais pas faire ma job, mais c'est pas ma... Je suis vraiment la caricature, là. Souvent, je suis beaucoup attaché aux 2 tunes que tout le monde skip sur l'album. T'sais. Je suis vraiment content qu'on ait réussi à les mettre, ces 2-là, quand même. Mais si tu parles à n'importe qui adore l'album, il saute ces 2 tunes-là que moi, je préfère. Ouais. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, je comprends. J'ai ça. Puis c'est parfait. Puis je pense que ça fait que les albums sont plus riches quand on les fait aussi. T'sais. Ouais. Mais dans les dernières années, l'endroit où je suis le mieux, c'est dans la musique de film. Je suis vraiment bien. D'ailleurs, j'ai terminé d'écouter une des plus récentes, Berger, au pluriel. Qui n'est pas sortie encore. Ouais. Qui n'est pas sortie. D'ailleurs, j'ai remarqué que j'étais le premier à l'écouter. J'étais bien non, je t'ai juste envoyé le lien. J'étais très... J'ai fait « Oh, OK! » J'ai monté le lien pour te l'envoyer. Mais ça, le film sort bientôt? Il sort le 15 novembre, je pense. 15 novembre? Ouais. Donc ça, c'est remis depuis un bout, là, je présume, toute cette musique-là. De la musique à image. C'est comme ça que tu l'as fait, ça? Oui, j'ai fait à l'image, Berger, principalement, ouais. Est-ce que ça t'arrive des fois que dans le milieu du cinéma, on te demande de faire une musique sans voir les images? J'ai fait des films où la musique était faite en partie à l'avance. OK. Sur scénario, sur discussion. Très le fun aussi, ça dépend vraiment. C'est ce qu'on voulait faire pour Berger, puis j'ai pas réussi à le faire tant que ça. OK. Des fois, ça marche. Des fois, j'ai besoin de voir le rythme, de voir la direction photo, la lumière. Dans Berger, quand tu dis que c'était ça qui était à la base, t'avais écrit de la musique avant que eux tournent? Ou non, on a parlé que pendant le tournage, je pouvais déjà commencer à écrire. OK. Puis c'était le souhait de Sophie qui réalise, parce qu'on avait fait Sophie Deraspe qui réalisait ça. On avait fait une série avant ensemble, à la télé, qui s'appelait Bête Noire. Oui. Puis j'avais écrit la musique à l'avance. Okay. On avait eu des discussions, on avait écouté de la musique, on avait regardé les scénarios. Puis elle est rentrée en tournage, j'avais déjà écrit là, comme 50-60 minutes de musique là, que j'ai envoyé. Wow. Puis elle a monté avec la musique, puis après tout ce que j'ai fait, c'est allonger, raccourcir, mais c'était toute ma musique, toute ma matière était déjà là, tu sais. Ça, c'est cool. Fait qu'elle avait vraiment aimé ça. Elle, c'est le fun pour elle. Fait que là, elle s'est dit, on pourrait faire ça pour Berger, mais elle avait vraiment des envies de musique orchestrale, classique, des valses, des affaires. Mais ça, tu peux pas. Puis là, j'étais comme, j'ai besoin de voir sur quoi ça va, j'ai besoin de voir combien de temps il faut que ça dure, je pourrais pas étirer, rallonger, tu sais, c'est... Non. Je peux pas rajouter 2 mesures au milieu de ce genre d'affaires-là. Tu peux pas couper... Non. Il y a des limites au montage, là. Il y a des limites au montage, c'est des structures super strictes, c'est très classique, puis elle avait envie de ça sur beaucoup de cues, fait que j'ai... Puis même aussi, chez moi, je me trouvais des fois ridicule d'écrire un truc comme ça tout seul. Je sais pas comment dire, mais tu vois ce que je veux dire? Ouais. Puis là, t'écris une grosse valse, puis là, t'es comme chez toi, tu fais pourquoi j'ai écrit ça? Mais quand t'as l'image, le film, tu vois que ça marche. Ouais. Et là, tu peux aller encore plus loin, puis en faire une encore plus grosse. Ouais. Parce que t'as pas ton autocensure, tu sais, t'es pas comme... Non, exact. Puis en plus, tu sais, j'écoutais ça, t'es allé dans une popée grosse orchestration, beaucoup d'instruments. Là. Ouais, je pense qu'ils sont 38 musiciens à peu près. Oh, puis c'était-tu... T'as enregistré ça. Je me suis dit différemment avec les cordes. Oui, j'ai séparé les sections. T'as isolé. Ouais, j'ai isolé les sections. Plutôt que d'avoir l'impression d'avoir tout le monde en même temps puis de puncher tout ça. Là. C'est une affaire de pression puis aussi des fois de flexibilité après. Ouais. Ça m'aide. Mais... De pouvoir... J'aimerais ça le faire à un moment donné aussi, si c'était tout orchestral, mais des fois juste ça prend un plus gros budget parce qu'il faut que t'ailles les moyens de garder tout le monde pour toutes les heures d'enregistrement. Alors que là, si j'ai juste comme 2 fois plus de cordes que de vent, ben, tu sais, je claire les vents puis je fais des cordes. T'as-tu un souvenir de ta gig de studio, de réalisateur, justement, de tes compositions, la plus stressante que t'as eue en termes de temps puis de tout ça, de délai? T'as-tu un souvenir de ça? Parce que je t'ai jamais vu stressé. Mes sessions studio sont assez... Les musiciens qui viennent pourront t'en parler, c'est pas stressant. Je sais. On essaie d'être pas stressant. Toi, t'es déjà venu. Moi, je suis venu, puis je sais. Mais après, quand je dis ça dans le sens que... Mais ça m'est déjà arrivé qu'il y a des affaires qui marchent pas, ou tu sais, quelqu'un qui... Ouais. Un musicien qui oublie de venir à la session, puis là, tout est débalancé. Ouais, ça, c'est pas le fun. Il arrive des trucs comme ça. La première fois que j'ai fait un
plus gros ensemble. Parce que, tu sais, on marche sur des petits budgets. On marche sur des petits budgets en film au Québec. Là, ouais. Fait que la première fois que j'ai booké une vraie grosse session avec genre 27 cordes, là, bon, quand tu fais de l'orchestre symphonique, c'est rien, 27 cordes, mais quand tu les rentres dans un studio pour un film, c'est une journée qui te coûte cher. C'est ça que je veux dire. Cher. Le studio, les assistants, les musiciens. C'est stressant. Puis là, t'as un petit budget, puis c'est que le quart de tout l'argent que t'as, elle se passe cet après-midi. Puis si cet après-midi se passe pas bien, tu sais pas si tu peux recommencer. La première fois, t'es vraiment stressé. Mais par chance, avec le temps, tu fais comme... ça se passe bien, puis au pire, il y a un cue, c'est un peu faux. Puis après, tu vas jouer. Puis, ouais. Mais c'est surtout, moi, je trouve toujours que ces journées d'enregistrement-là, je suis toujours fasciné par... tu sais, il faut qu'on aille vite, il faut que ça marche. Puis il suffit que quelqu'un a mal... Il y a un détail, sa partition qui marche pas. Genre, les numéros de mesure sont pas alignés pareil pour tout le monde. Ça peut être la fin de la session. Mais moi, je suis un maniaque de ça. Ben, c'est bon. Moi, je suis un maniaque de ça. Il a toujours écrit les mêmes... Tu sais, l'ingénieur, dans son Pro Tools, dans sa fenêtre, il a les mêmes numéros que vous, puis il y a les lettres même aux places si j'en ai mis. Et c'est comme ça puis que ça devrait toujours je mets même le timecode, comme ça, si on fait juste dire « Ah, c'est où? » Mais tu fais 11e seconde. Ouais, c'est ça. Ouais. Je prépare, là, puis j'ai des click-tracks qui suivent le film. Tu sais, je suis bien maniaque de ça. J'ai un petit côté... Mais c'est parce que je pense que parce que je sauve des heures et des heures. C'est la seule façon de faire. C'est la seule façon de faire. Sinon, c'est l'enfer. Ben, moi, ça m'est arrivé des endroits où je suis arrivé puis c'était pas comme ça. Puis là, tu fais « Oh mon Dieu, oh non, on sortira jamais d'ici. » Ou on va sortir d'ici puis il y aura rien d'enregistré, tu sais. Ouais. Puis c'est déjà... En tout cas, ça arrive. Mais c'est ça, mais tu sais, t'apprends ça assez vite, je trouve, puis... Je sais pas, j'ai appris ça en faisant, tu sais, en pop, c'est moins grave, parce que c'est facile de te retrouver dans une chanson de 3 minutes, là, tu sais. Oui, absolument, c'est vrai. Mais quand même, tu fais quand même une toune de plus par session si t'as bien organisé tes affaires. Ça, c'est vrai. Ça, tu l'apprends tôt, tu sais. T'as-tu, des fois, quand tu regardes, c'est un peu fou, là, quand on commence à regarder ta feuille de route, c'est un peu... c'est limite dégueu tellement que t'as fait d'affaires, là. Je suis comme genre... c'est comme... Ça donne mal au cœur. Hein? Je suis comme, voyons donc. Je suis fatigué quand je le regarde. C'est musique de théâtre, Puis quand je regarde une aussi grande quantité de projets, je me dis, Philippe, il a pas le temps trop de regarder en arrière, puis réaliser tout ce qu'il a fait, ou même des fois réfléchir à ça. Tu sais, j'ai l'impression que tu regardes tellement devant, puis tu regardes vraiment, vraiment... Et dans le moment présent, et un peu plus loin aussi. Là. Mais est-ce que tu es capable, avec un certain recul, de nommer 2, 3, peut-être 4 bons coups que tu te dis, ça, c'est ma signature, ça, je suis fier. Ça, c'est... Si les gens peuvent se souvenir de moi avec ces projets-là, je serais bien content. Hey, non, je sais pas trop. Je me doutais que t'aurais pas une réponse. C'est dur à dire parce que c'est vrai que je pense pas à ça. Je regarde pas souvent. Je réécoute absolument pas les choses que j'ai faites. Une fois que c'est sorti, fini. Ah ouais, quand tu l'as en main, là, le disque fait non. Fini. Non, je l'ai écouté, mais non, souvent, moi, je l'ai réécouté tellement de fois. En plus, j'ai approuvé les derniers. Ah, les derniers, ouais. Ah, moi, j'ai quand même mon rituel quand avec Molinari, nous autres, on finit les montages. Mais quand il sort, la journée qu'il sort... Vous l'écoutez? Je l'écoute une fois. Ouais. Puis après, plus jamais. Non, mais ça, c'est bien. Ça, je comprends ça, exactement. Mais ce que je veux dire, c'est que je suis pas genre... puis ça me fait rire quand j'arrive en quelque part, puis j'entends un truc, puis je fais... Ah, mon Dieu, c'est moi. Ah, mon Dieu, c'est vrai, tu sais. Puis... Ouais. Mais aussi, je trouve que c'est... Je trouve que c'est pas à nous de décider pourquoi on va être... Qu'est-ce qui va être retenu de ce qu'on a fait. Ouais. J'aime mieux pas décider de ça. Puis des fois, ça va peut-être me décevoir. Peut-être faire, ouais, c'est ça que vous retenez. Bon, ok, d'abord, mais tu sais... Puis il y a des affaires qui sont bien différentes, tu sais. Des affaires où toi, tu fais, là-dessus, là, j'ai vraiment fait quelque chose de formidable, mais personne n'a écouté. Puis il y a d'autres affaires où tu fais... Puis personne ne le remarque tant cette que ça. affaire-là, j'ai travaillé vite, mais ça a bien été. Puis là, c'est pour ça qu'on m'a engagé pour tel autre, tu sais. Ouais. Je sais pas. C'est dur de le voir. Peut-être... mais là, tu sais... Je prends plus le temps de penser aux affaires qu'avant, fait que peut-être que dans 5 ans, j'aurais eu une réponse pour ça. Mais je suis moins là, tu sais, on vieillit puis on réfléchit plus. Ouais, ça. Non, mais c'est vrai. C'est vrai, non, c'est vrai. Moi, je me suis bien demandé aussi s'il y a un côté pédagogique que tu aimerais développer un jour, ou ça a déjà été demandé, peut-être. Je pourrais pas enseigner là, à une classe un cours avec un plan de cours. Là, ça. Pourquoi? Ça m'intéresse pas.
Plus tard? Mais j'adore aller, tu sais, faire un genre de, tu sais, un masterclass, une clinique de 3 heures là, dans une classe. OK, ça j'aime ça. Okay. J'adore ça parce qu'en général, je réponds plus à des questions, puis c'est une discussion ouverte, tu sais. Ouais, comment faire les choses. Puis il n'y a pas d'évaluation. OK. Je déteste le côté évaluation d'être professeur. Ça, c'est vraiment un truc. Je te verrais, prof. Difficile. Puis. Mais je comprends. Mais je comprends ce que tu dis, mais on dirait que Parce que quand on regarde tout ce que tu as fait, je me dis, il y aurait tellement de choses à dire à plein de jeunes qui commencent. C'est surtout quand tu te dis, tu sais, réalisation, arrangement, tu joues dans des projets, musique de théâtre, musique de danse, chansons, trucs symphoniques. Ah, puis d'ailleurs, ça me fait penser ça. Une fois, j'étais venu enregistrer de l'alto solo. Puis là, tu me disais, là, t'étais en train de développer... je me souviens même plus c'était pourquoi cette affaire-là. C'est une pièce de théâtre au Katsu. C'est ça. Puis que tu me disais, là, de plus en plus, j'ai envie d'aller dans des trucs un peu plus classiques, lyriques, explorer un peu plus là-dedans, faire même peut-être... Tu m'avais même souligné, peut-être faire un album juste instrumental de mes affaires. C'est encore dans tes plans un jour? Ben, probablement qu'un jour je vais faire un truc, mais je sais pas. C'est pas un plan. J'ai pas de plan. Pas pour l'instant. Non. J'ai pas de plan ni d'idée claire. Mais tu devrais le faire parce que Verger, j'écoutais, puis c'est bien fait, c'est bien écrit. Les cordes, clairement, tu comprends comment le faire. Ça, tout le phrasé, même les tonalités choisies, je trouvais, j'écoutais, puis je disais, tu sais, une espèce de slide au violon que si ça avait été écrit dans un demi-ton à côté, ça aurait été catastrophique, là. Donc, c'est... voilà, ouais, pour l'instant, je sais que ça... Ben, c'est ça, c'est le fun d'écrire... c'est le fun d'être le compositeur, parce que quand t'es un arrangeur, puis tu choisis pas les tonalités... Non, t'es fait des choses que t'aimerais faire, mais... Non, t'es pris, c'est en mi bémol, puis c'est la vie. Puis... Exact. Mais non, moi, j'aimerais bien l'entendre, ton album... ton album solo, en fait, ça serait vraiment un album solo. C'est des drôles de questions, parce que je me rends compte, puis ça, c'est juste une philosophie de comment on fait notre travail, mais moi, je suis devenu plus compositeur à travers les années, à travers les commandes des autres. Tu sais, il y a des compositeurs qui finissent par faire de la musique de film comme une autre job parce que c'est des compositeurs, puis là, il faut aussi qu'ils trouvent des bouchées, tu sais. Moi, je suis devenu compositeur à l'envers parce que je me suis mis à faire de la musique pour des amis qui faisaient des shows de théâtre, puis là, finalement, tu pourrais le faire peut-être pour autre chose, puis là, tu finis par faire de la musique de film, puis là, finalement, c'est ça que je fais le plus. Mais donc, j'ai jamais développé... Je me suis jamais assis... La dernière fois que j'ai fait ça, j'étais adolescent, m'asseoir devant comme du papier ou un piano ou n'importe quoi, puis dire, je vais composer quelque chose pour rien d'autre que pour le fait de le composer. Juste pour le geste de le composer, j'ai jamais fait ça. Mais... je sais pas comment faire ça. Défi. Oui, mais tu vois, ce que je veux dire, c'est que je sais même pas comment on fait ça. Moi, je pense que... c'est bizarre à dire. Ouais, mais moi, je pense plutôt que dans l'exercice de se dire, je vais écrire pour une formation quelconque, mais l'objectif, c'est que ça va de la musique jouée de concert. Mettons, si tu donnes déjà que tu dis que ce sera pas pour être enregistré, c'est fait pour être exécuté, pour jouer sur scène avec tant de musiciens, ça va plus se passer probablement. C'est sûr. Non, mais c'est sûr qu'il faut que moi, je suis quelqu'un qui j'ai besoin. Mais de toute façon, là, même quand je compose pour un film ou pour le théâtre, tout ça, je me fais vite je me dessine vite un carré de sable, là, j'ai le droit d'utiliser ça. Après, tu fais ce que tu veux. Après, évidemment. Je peux l'échapper, là, c'est pas grave, mais j'ai besoin d'un maximum de contraintes pour être capable de commencer. Moi, je veux que tu fasses de la musique de concert. T'es bien fait. Je suis surpris que c'est pas encore fait, pour être franc. Non, mais je sais pas, tu sais, c'est un défi, puis en même temps, c'est cool parce qu'après, je pense que j'aurais un genre de syndrome de l'imposteur aussi. Exact. C'est bon, ça. Que tu veux que j'aille, hein? Non, c'est bon. Non, mais tu comprends ce que je veux dire? Tu sais, il y a des... L'as-tu déjà eu, ce syndrome-là? Je l'ai eu tout le temps, toute ma vie. Tu l'as-tu encore? Ouais, souvent. Tout le monde qui réussit ont ce syndrome-là. Moi, Catherine Perrin m'avait dit la même chose, le syndrome de l'imposteur tout le temps. Que ce soit dans n'importe quel truc qu'elle faisait, elle disait, je me sens, je suis pas supposé d'être là. C'est comme... Ben, c'est sûr, mais... Je pense que c'est correct. Je pense que... Moi, ça a l'air bizarre ce que je veux dire, mais plus je vieillis, plus je me méfie beaucoup des gens qui doutent pas. Ah, mais c'est sûr. Tu sais, les gens qui arrivent et ils savent comment ça se fait les choses, là. Ouais. Ou moi, ça part très mal. J'aime beaucoup les gens qui disaient, je sais pas encore, on va voir, on va trouver, je sais pas. Tu sais, j'aime les questions. Ouais. Puis
Puis je pense que tout le monde, à un moment donné, se sent un peu imposteur dans une affaire qu'il est en train de faire, puis qu'il réussira jamais, tu sais. Mais c'est correct, là. Je trouve que c'est des bons... Oui, mais imposteur sur quelle... Faut pas que ça nous éteigne. Sur quelle facette, mettons? Parce que ça peut pas être sur toutes les facettes. Moi, il y a des facettes que je me sens imposteur. Exemple, en ce moment, je suis un peu imposteur, tu sais, avec un micro en train de jaser, c'est pas ça. mais c'est correct. Mais en même temps, j'essaie pas trop de me mettre en doute, parce que sinon, t'avances pas non plus, là, tu sais, mais le doute, c'est curieux, le doute, hein. Moi, c'est plus quand je joue de la musique. Tu sais, que là, je suis comme, je suis poche. Puis là, tu sais, tu pognes les nerfs parce que c'est une affaire tough à jouer. Puis t'es comme, je suis pas bon. Puis là, tu sais, tu te casses du sucre. Puis tout ça, mais toi, je me demande, c'est... Mais moi, ça a changé dans la vie, tu sais. Quand j'étudiais, quand j'étais plus un instrumentiste, j'ai toujours eu un petit syndrome d'imposteur là, en partant, parce que j'ai toujours été entouré... Puis tu sais, c'est quoi, là, on étudie dans des écoles de musique, on est toujours entouré d'élèves meilleurs que nous. Je m'excuse, mais toujours. Constamment. Puis il y a toujours un génie dans chaque groupe. Étonnamment, aujourd'hui, ce génie-là, on le croise pas si souvent que ça. Mais pendant nos études, là, on est tout le temps pas très bon à comparer aux autres avec qui on étudie. Ça arrive, c'est normal, on est avec une espèce d'élite, puis moi, je rentrais peut-être dans le tiers d'en bas, tu sais. Moi, ça me fait capoter parce qu'à l'université, l'année que j'étais là, de mon année, il y avait un gars qui s'appelle Lambert Chen, qui est un altiste extraordinaire. Rémi Pelletier, qui a gagné l'OSM Philharmonie de New York. Il gagne tous les jobs. C'était rien des musiciens qui torchaient. Et à chaque jeudi, on faisait une studio class, puis on jouait un en face de l'autre. Moi, j'arrête pas encore de leur dire, je pense, ils m'ont tellement vu mal jouer. J'ai dit, vous m'avez jamais vraiment entendu jouer. Je me suis tellement pété la... Et eux sentaient un peu le même sentiment. Tu sais, t'es devant du monde qui connaît ça. C'était là, ben c'est là que j'ai appris plus aussi. Mais je le pense encore que tous mes amis, collègues de cette époque-là savent pas comment je joue de l'alto. Parce que c'était tellement stressant, puis tout le monde était fort. Tu sais, ça avait pas de bon sens. Mais aussi, en tout cas, c'est moins vrai en classique parce que toute ta vie, tu joues du répertoire. C'est pas toi qui décides que tu vas le jouer. Là. Toi, ça vous arrive avec Molinari, c'est le fun, vous pouvez choisir. On fait notre programmation. Tout ça. Mais moi, mettons, en études jazz ou pop, là, ou peu importe, là, quand j'étais au cégep, mettons. Tu sais, on me faisait jouer beaucoup de musique technique que j'aimais même pas écouter. Puis là, en plus, il fallait que je la joue, puis c'était pas mon affaire à moi. Puis là, j'ai toujours l'impression que toutes ces années-là, personne ne m'a entendu jouer dans un contexte où moi, j'ai envie de jouer de la basse, tu sais. Ouais. Mais bref, comme musicien, je me suis longtemps senti impostant, mais je pense que c'est le cas de tout le monde qui étudie en musique à un certain moment. Puis après, tranquillement, je pense que mon plus gros syndrome de l'imposteur qui a été le plus long... Tu sais, mon bon exemple, c'est tout le temps qu'à un moment donné, j'écrivais, là, tu sais, 5-6 musiques de show de théâtre par année pendant des années. Je me rappelle. J'étais incapable d'utiliser le mot compositeur. Ah, OK. C'était un mot que j'étais pas capable de dire. T'étais concepteur sonore. J'étais un musicien qui fait de la conception sonore. J'écrivais de la musique de théâtre. Je contournais tout le temps. Puis après, tu fais 1 ou 2 films, puis tu fais des séries télé, puis après, tu fais... J'ai écrit plus d'heures de musique là, originale que beaucoup de monde qui disent qu'ils sont compositeurs. Là. Puis là, à un moment donné, faut que t'assumes. Alors, il faut que tu le dises, parce que ça veut aussi... Mais on dirait qu'il y a un truc où je faisais comme, hey, il y a des gens qui sont vraiment sérieux à propos de ça, comme si moi je l'étais pas. Je sais pas, c'est tout le temps ça, là. Tu comprends ce que je veux dire? Mais je pense que c'est simplement parce que tu comparais justement à des compositeurs de musique de concert. Oui, de musique... Puis qu'on s'imagine que c'est juste ça, compositeur, tu sais. Exact. Ça vient avec un genre de graffitas aussi. Ouais. Puis ça a été vraiment long avant que je dise je suis un compositeur, mais en même temps, à un moment donné, c'est écrit sur tes contrats, c'est écrit sur... Tu sais, il faut que tu composes. Ta journée, c'est de t'asseoir puis de composer puis de trouver une idée, puis t'as des journées de page blanche, tu sors dehors, à un moment donné, tu fais, je pense que je suis un compositeur, j'ai pas le choix, tu sais. Après, je suis pas... on va pas m'enseigner en histoire de la musique, mais ma job, c'est ça pareil. Puis ça, c'est un gros truc c'est un gros syndrome d'imposteur à surmonter, là, parce que c'est pas aussi quelque chose que je me suis assis, j'étais allé à l'université pour le faire, j'ai pas choisi, tu finis par, tu le fais, puis tu te trouves là-dedans, puis t'as du fun à le faire, puis tu le fais, tu le développes. Ouais, puis c'est correct, mais je comprends tout à fait. Fait que ça a été le plus long. T'as-tu déjà lu un roman qui s'appelle Les Naufragés, le naufragé de Thomas Bernhard? Non. Okay. Thomas Bernhard, c'est un auteur allemand qui écrit, tu sais, sans ponctuation, sans respiration. Ah, ok, là, oui. Je pense que c'est le naufragé. Tu chercheras. Ouais, c'est ça que je fais en ce moment. C'est fascinant, c'est l'histoire, c'est vraiment... Oui, c'est une naufragée. C'est l'histoire d'amis pianistes qui s'en vont
2 amis pianistes qui s'en vont aux funérailles d'un 3e ami pianiste. Eux sont tous devenus amis dans un camp musical quand ils étaient jeunes. Okay. C'était tous des gars qui devaient devenir des grands concertistes. Puis il y avait un 4e pianiste dans leur camp avec eux, puis c'était Glenn Gould. OK. C'est comment ces gars-là ont réussi à vivre après avoir côtoyé le génie, alors qu'eux étaient juste des très bons pianistes. Ouais. Évidemment, c'est une Puis il y en a un là-dedans qui est Oui. Il y en a un là-dedans qui est devenu un concertiste, il y en a un qui est devenu un prof, puis qui est correct avec ça, puis il y en a un qui s'en va à ses funérailles, il s'est suicidé, ce gars-là, tu sais. OK. C'est juste Ça fait très longtemps là, que j'ai lu ça, mais tu sais, je me souviens que c'est comme... 1983, la publication, quand même. Tu sais, c'est quand t'es musicien, mais je pense quand t'es n'importe quelle forme d'artiste, de toute façon, c'est vraiment un livre... Ça rentre dedans parce qu'il nous est tout arrivé, ces moments-là, d'être assis à côté de quelqu'un, on fait « OK, mais lui, c'est un génie. Moi, j'ai-tu le droit de faire quand même ce que je fais? Si je suis pas comme le gars qui était assis à côté de moi, qui, lui, c'est facile, tu sais, c'est naturel pour lui, c'est la vraie affaire, tu sais. » Ouais. On vit avec ça tout le temps, non? Ouais. En tout cas. Mais ça, non. Puis c'est... Ouais, c'est intéressant, ça, c'est vrai. Puis... Ah ouais. C'est vrai que moi, ça m'est arrivé. Non, ça m'est arrivé souvent, ça, de me dire, je suis vraiment à la bonne place. Mais... Puis en même temps, c'est un sentiment qui est le fun un peu, parce que t'es à cette place-là. Donc, oui, puis c'est pas tout, tu sais, on te permet d'y être. On permet d'y être, sinon tu serais pas là. Oui. Pour les fois que je fais de l'orchestre, je suis toujours assis, puis des fois, je suis comme, je suis vraiment là, non, je suis en train de faire ça. Puis ça me fait triper, puis même chose avec quoi tu vois. Moi, je réussis encore, je sais pas toi, je réussis encore beaucoup à m'émouvoir de mon métier, de ce que je fais. Tu sais, je suis encore surpris, j'ai encore de l'excitation, tu sais. Tu sais, tu dis les moments, là, tantôt, je reviens à une autre question, tu disais les moments où t'es le plus heureux, là. Ouais. Moi, là, pis ça a l'air vraiment corny à dire, là. Yes! Moi, j'écris des affaires chez nous, tu sais. Je trouve ça bien correct, là, puis là, j'ai présente au réalisateur, puis là, on l'écoute là. Mais le moment où je m'assois en studio, puis que, genre, la section de cordes le joue, là. Ouais. Je trouve ça vraiment émouvant, là. Ah ouais. Puis 80% du temps, j'ai pas l'impression que c'est moi qui ai écrit ça. C'est bien meilleur que ce que j'ai écrit. Pas parce que c'est moi qui l'ai écrit, parce qu'ils sont bons. T'sais, ils rajoutent leur couche à eux, ils sont tellement bons. C'est plus une réplique. Puis là, ils sont comme, ils s'arrêtent, puis ils font, ah, wow, c'est vraiment beau. Puis je fais, non, mais c'est beau parce que vous le jouez, là. Puis c'était pas beau de même quand je l'ai écrit. Tu comprends ce que je veux dire? Mais il y a un moment où, là, ça, c'est un moment où. Ben, c'est la couche humaine qui vient de se rajouter à ça, là. Je deviens vraiment excité, tu sais. C'est quand le monde me demande tout le temps, tu sais, ouais, mais les films, vous pourriez pas faire ça avec, tu sais, des banques de samples, je sais pas quoi. Tu comprends pas quand des humains s'assoient, ton idée, elle devient bien meilleure que ton idée. Ah ouais. Parce qu'ils ont aussi leurs émotions à eux. Sur tes émotions, c'était écœurant, là, tu sais. Ben oui. Puis ça, je trouve ça tellement émouvant, là. Ouais. Je suis encore capable de trouver ça vraiment toute magique, ce qu'on fait, là. Ça, c'est bon. C'est la belle magie. T'as tellement fait de collaborations avec différents milieux. T'es un musicien. Est-ce qu'il y a d'autres formes d'art qui t'ont tenté à essayer sans être musicien? Comédien. Ah non. Écrivain. Rien de performance, ça, c'est sûr. Écrivain. Je pense pas que j'aurais... Moi, ça, c'est un métier qui m'impressionne beaucoup, l'écrivain. La solitude de ça, là, me fascine. Puis je trouve que c'est le geste le plus... Tu sais, on dit que des fois, nous, on part de rien puis on fait quelque chose, là. Mais je trouve qu'eux, ils partent vraiment de rien puis ils font quelque chose. Je trouve ça vraiment beau puis ça reste abstrait jusqu'à la fin. Donc, t'es un grand lecteur? Non, je lis plus assez. J'aimais lire beaucoup avant puis je me rends compte, j'en parlais cette semaine, c'est quelque chose qui te manque? J'ai de la misère maintenant à lire. Je pense que nos cerveaux, ils sont... Ouais, j'ai de la misère à trouver le temps puis rentrer pour vrai dans un livre. J'ai beaucoup de livres que je finis pas, même quand je les aime. Je sais pas, faut que Tu cours pas avec... Ah non, tu cours dans le silence, toi. Non, je cours avec des podcasts. Mais les livres audio, j'aime pas ça. Ah non! Mais quand c'est l'auteur ou l'autrice qui même lui, je veux pas vraiment son ton. J'ai pas trouvé ça que j'aimais, en tout cas. Okay. Peut-être que ça va m'arriver, là. Peut-être plus pour les essais, ça me va, là, mais quand on me raconte une histoire... Le ton est difficile pour moi, ouais. Mais non, la seule autre activité que je fais, mais je la fais juste pour moi, je fais beaucoup de photos. C'est vrai, t'en fais beaucoup. Oui, c'est quelque chose... Sur Instagram, c'est quelque chose qui est fun. J'ai toujours ma caméra analogique avec moi. Puis ça, qu'est-ce que t'aimes de ça? J'ai trouvé le fun de faire quelque chose qui est quand même artistique, puis que personne attend rien. Si c'est beau, je le montre. Si c'est pas beau, c'est juste à moi. Ouais, il n'y a pas d'attente. Je trouve ça magique, ouais. Il n'y a pas d'attente, c'est toi qui... J'aime le monde, je regarde le monde différemment, j'aime ça. On part en voyage, je m'amène des films, là, des pellicules, là, je regarde la lumière, je me demande laquelle je mets dans ma caméra, puis je me promène, puis je vois des détails que je verrais pas si j'avais pas ça. OK. J'aime l'expérience de le faire. Ça fait combien de temps que tu fais ça? Quelques années, je sais pas. Parce que ça fait longtemps, il me semble, que je vois que... Ça fait longtemps, là, mais
dirais que ça fait 5 ans que je suis... Plus dedans. J'en fais beaucoup, ouais. T'as lu là-dessus, tu t'es équipé? Jamais je le ferais... Je ferais pas ça à contrat, tu comprends ce que je veux dire? Je comprends. Jamais. J'adore l'idée que c'est pas grave si la photo que je viens de prendre est laide. J'aime ça, là. Parce que au moment où je l'ai pris, j'ai vu quelque chose que j'aurais pas vu si j'avais pas une photo à prendre. Ouais. Tu sais, c'est ça un peu. J'aime beaucoup, mais c'est un art que j'aime. J'aime les expositions de photos. J'aime les livres de photos. Je trouve que c'est un art super émouvant. Fait que, ouais. C'est une forme qui me touche. Je t'ai demandé, avant de venir ici, de me préparer une liste. Ouais, j'ai noté des affaires. Je savais pas trop par où aller. Ah ouais, mais écoute, c'est parce que je sais qu'il y a plein de gens en ce moment qui écoutent l'émission. Quand même, on a des bons chiffres, puis je sais qu'il y a bien du monde qui ont hâte d'entendre ta liste. Y compris moi, parce que tu m'as toujours fait découvrir un paquet d'affaires. Malgré, à chaque fois qu'on se voyait, tu me disais, tu me parlais d'un album, tout ça, puis souvent tu m'as amené sur des bonnes pistes, alors je suis curieux de voir qu'est-ce que tu vas... C'est drôle parce que je notais des choses, puis il y a des affaires que ça fait quand même un bout de temps là, que j'ai vu ou écouté, mais c'est des choses auxquelles je pense encore aujourd'hui, mettons, que j'ai écouté depuis 2 ans, mettons. C'est un bon signe, ça. Ouais, c'est pour ça que je les ai notés. Ouais. Des fois, je fais comme... Ça fait presque 2... Tu sais, je notais, dans les films que j'ai vus que j'ai aimés, puis là, j'en notais un, puis je disais, hey, ça fait presque 1 an et demi que j'ai vu ça. Mais non, mais c'est bon, j'en ai vu 100 depuis, mais c'est à lui que je pense, t'sais, ou des trucs comme ça. OK. Ben écoute, allons-y. Mais je sais pas par où tu veux commencer, comment on fait ça. Ce que tu veux. Tu pars, on jase, tu me montres... Ah, bon, OK, t'as l'air d'avoir pas mal d'affaires. Non, c'est une petite liste. OK, on y va. Ouais. Dans l'ordre d'écriture, vas-y. Dans l'ordre d'écriture, oui, c'est la meilleure affaire. Je pense parce qu'il est mort il y a une couple d'années, il y a 2 ans maintenant, ou 1 an qu'il est mort, Ryuichi Sakamoto. Oui. Le documentaire Opus, qui est un documentaire... Je l'ai pas vu. OK, ça vaut vraiment la peine d'être vu, c'est vraiment beau. Ça s'appelle Opus? Opus. OK. C'est un film qu'ils ont fait, je pense que c'est paru à peu près 1 an avant qu'il meure. OK, en 2023, il y a déjà le cancer, mais c'est super beau, là. Ça commence par lui qui s'en va jouer sur un vieux piano qui sont dans des restes d'un tsunami radioactif là, avec sa grosse combine, puis il retrouve le piano, puis il essaie de voir c'est quoi les sons, puis là c'est juste lui qui découvre, puis c'est un personnage que j'aime, Sakamoto, j'aime l'écouter parler de musique, j'aime sa carrière, j'aime ce qu'il a fait. Je suis pas le plus grand fan de sa musique, pour être honnête. Des fois il y a un petit côté trop fleur bleue pour moi, je pense. Ouais. Mais je peux comprendre. Mais j'aime toute son approche, puis j'aime la vie qu'il a eue, puis j'aime le regarder avoir 70 ans, ou je sais pas quel âge il y a dans le film, puis encore s'émouvoir d'affaires. Il y a un moment où il est dans son studio, il compose un truc bien simple, puis là, il se met à pleuvoir dehors, puis là, il trouve le son le fun, puis là, il sort dehors, puis il se met une chaudière sur la tête pour voir comment ça sonne. Puis il est comme un enfant de 4 ans, puis je sais pas, il y a comme une pureté dans son truc que je trouve très émouvante, puis je trouve que ça vaut la peine d'être vu. C'est un beau film. Moi, je l'ai vu sur Mubi, mais là, je sais pas. Là, il est disponible partout, en fait, sur les plateformes, sur Apple TV, vous pouvez le louer. En fait, même, je pense, acheter à 3,99. Donc, ça vaut vraiment la peine. Ouais. Puis dernièrement, il a été présenté, ou je crois qu'il va être représenté encore au cinéma moderne. Ah, ben là, donc, ça, j'aurais aimé ça, voir ça comme ça. Moi, je l'ai vu que dans le temps, il était sorti en exclusivité sur Mubi. OK. Puis t'étais abonné pour aller voir ça. Je m'étais abonné pour aller voir ça. C'est très beau. Cool. Mais en tout cas, les images ont l'air magnifiques. Là. Ouais, c'est le fun. J'aime beaucoup les... J'aime pas trop les documentaires sur les gens où c'est des entrevues avec d'autres mondes qui en parlent puis des trucs d'archives. Des fois, j'aime ça pour l'informatif, mais c'est rarement, mettons, émouvant. Ouais. Mais là, c'est le fun, c'est vraiment un moment avec lui. Puis c'est drôle, tu le vois, puis là, qu'il soit mort juste après aussi, je trouve que ça doit changer. Moi, je l'ai vu avant qu'il meure, mais ça doit changer la perspective. Parce qu'il parle de sa maladie aussi, il fait une dernière trame sonore, il travaille sur une trame sonore, il a le cancer déjà. Mais c'est pas triste. C'est plein de lumière, pareil. Fait que c'est comme... Ouais, OK. Mais si ça passe au cinéma moderne, ça vaut la peine. J'ai vu un documentaire extraordinaire l'an passé aussi au cinéma moderne. Ouais. Mon Dieu, comment ça s'appelle? C'est le documentaire. On parlait de photos, là, que j'aime la photo. Ma photographe préférée, c'est Nan Goldin. OK. Puis elle a fait toute une campagne pour faire tomber des géants de la pharmaceutique. OK. Nan, excuse-moi. Nan Goldin. Goldin. OK, oui. OK. Photographe américaine. Ouais, le documentaire s'appelle... Oh my God. Il y a un film, OK. Ouais, extraordinaire. C'est sur son combat, c'est ça, contre la famille qui
qui a la compagnie pharmaceutique qui est responsable, entre autres, de la crise des opioïdes. Puis elle s'est battue pour que leur nom soit retiré de toutes les ailes de musée contemporain. Toute la musique et le sang versé. Exact. Toute la beauté et le sang versé. Voilà. Yeah. Ce documentaire-là, écoute, ça c'est drôle, on a vu ça au cinéma moderne, moi puis ma blonde. On est allé manger dans un petit restaurant après. Je ne sais plus du nom, c'est le restaurant où il y avait le Manitoba avant dans le Milex. Oui. C'est un restaurant asiatique maintenant. Oui. Très bon. En tout cas, bref, on était là, puis on pleurait encore à table après le documentaire. Mais tu sais, on avait eu le temps de faire la route, on était là, on en reparlait, mais on a été obligé d'expliquer à la serveuse qu'on allait tout très bien. Ouais. On avait juste vu un superbe documentaire au cinéma moderne. Qui est sur la crise. Ouais. OK. Ça vaut vraiment la peine d'être vu, c'est extraordinaire. Puis elle, tout ce qu'elle fait, là, toute sa photo, tout ça, c'est incroyable. Là. OK. Il y a super longtemps, j'avais vu on était en tournée avec... je sais pas si tu te souviens de la période, mais avec Pierre Lapointe, on faisait une résidence à la Boule Noire à Paris. Ouais. Puis on jouait 21 soirs, fait qu'on habitait pendant un mois à Paris, puis on allait jouer. C'était écœurant, ça. On allait jouer comme 4-5 soirs par semaine là-bas. Puis il y avait une rétrospective de plein d'artistes à Pompidou, puis il y avait une salle où elle a fait beaucoup des installations genre diapositives, là, juste des photos en diapo. Puis le Björk avait composé une trame sonore là-dessus. A cappella avec juste des voix là-dessus. Puis c'était dans une petite salle noire de l'expo, puis je pense que j'étais allé le voir 3 fois pendant que j'étais à Paris, puis à chaque fois j'ai pleuré. Puis c'était juste des photos avec de la musique. OK. Incroyable ce qu'elle fait. Wow. Qu'est-ce que j'ai mis sur ma liste aussi? Petite maman de Céline Sciamma. T'as-tu vu ça? Non. Ok, c'est un film extraordinaire. Céline Sciamma, c'est celle qui avait fait Portrait d'une jeune fille en feu, que t'as peut-être vu, qui était quand même plus... Oui. Petite maman, c'est un tout petit film. OK. C'est magnifique. C'est l'histoire d'une petite fille qui vit une crise familiale, puis elle joue dans le bois, dans la vieille maison familiale. Elle joue dans le bois, puis elle rencontre une petite fille dont elle devient amie dans le bois. Mais tu comprends après quelques scènes, puis ça a l'air fantastique, mais c'est pas présenté comme ça. Mais la petite fille avec qui elle joue dans le bois, c'est sa mère au même âge qu'elle. OK. Oh. C'est magnifique. C'est super simple comme idée, puis c'est extrêmement touchant. Puis c'est vraiment beau, puis c'est les 2 petites filles qui se retrouvent dans le bois pour jouer ensemble. Une mère puis une fille, mais au même âge, les 2, ils ont 10 ans. Wow. C'est extraordinaire. Tu le regarderas avec tes filles, c'est magnifique. Ah, ils vont aimer ça, mais oui. Petite maman. Puis disponible vraiment partout. Ouais. Il est vraiment... même sur Prime Video, vous pouvez l'avoir gratuitement. C'est vraiment un beau film. Cool. Ça vaut la peine d'être vu, c'est un bijou. De ce temps-ci, je suis dans une passe où je regarde des films qui sont dans mes... Parce que c'est beaucoup des films, je regarde beaucoup de films. Apparemment. Oui. Mais moi, quand j'étais... Tu sais, on parlait de ça, mais quand j'étais plus jeune, quand j'étais au primaire, tu sais, ce que je voulais faire, c'est réaliser des films, pas des disques. Ah! J'étais le gars qui louait tout au club vidéo, puis c'est ça que je voulais faire. Ma fille, en ce moment, 10 ans, c'est ça qu'elle voudrait faire. Là. Ouais, moi, à 10 ans, c'est ça que je voulais faire. Ouais. Imagine si t'avais eu le matériel qu'on a aujourd'hui pour pouvoir faire des films. Ben, c'est ça, mais moi, je l'ai eu pour faire des disques, tu sais, c'est vrai. C'est ça qui est arrivé quand même. Là. Vraiment. Mais, fait que là, je réécoute des films, des fois, qui sont dans mon blind spot, là. Tu sais, des films que t'as entendu parler depuis toute ta vie, mais... Des fois, le soir, je vais me mettre un film, puis moi, j'avais jamais vu The Conversation de Francis Ford Coppola. Oh! L'as-tu déjà vu? Oui. Alors, moi, j'avais jamais vu ça. C'est un film dont je connaissais le nom, mais tu sais, il est sorti la même année que ça n'a pas de sens, c'est sorti la même année que Le Parrain. Mais ça, c'est les grandes années du cinéma, les années... Ouais, années c'est mes années que j'ai le plus écouté, mais ce film-là, il était passé comme... Pour moi, c'est son chef-d'œuvre oublié, et c'est un des meilleurs films que j'ai vu. J'y pense tout le temps. Un film... Pour moi, c'est un film parfait. Ah ouais, non, mais... C'est tellement bon, là. Puis le son, puis tout ça, là, fait avec cette époque-là, j'ai trouvé ça, là, incroyable. Et Gene Hackman qui a comme... Gene Hackman, il est fou là-dedans. Ah non, c'est un très, très bon J'adore film. redécouvrir un film que tu penses que tu as déjà vu, mais finalement, tu l'as jamais vu. Puis là, tu fais comme, wow. Tu sais, je me suis retapé toutes les Scorsese, puis tout ça récemment, puis là, toutes les Coppola, parce qu'il parlait de Coppola. Pas toutes, là, j'arrête. Il y a des années qui m'intéressent moins, mais ces années-là, c'est tellement Coppola, moi, il y a une affaire de fun que j'ai faite dernièrement, c'est Brian De Palma. Ouais. Que je me suis claqué. J'ai écouté dans la même semaine de Conversation puis Blood. Qui est très bon. Très bon. C'est excellent. Mais ces 3 noms-là, ces 3 réalisateurs-là, dans ces périodes-là de 70, ça n'a aucun bon sens, les films qu'il y avait. Là. Non, c'est fou. Fun, là, tu sais. Ouais. Mais là... ça fait aimer le cinéma. Là. Tu vas-tu aller voir Joker, Folly à 2? Non, je pense pas. Comédie musicale? Écoute, c'est tellement... Moi, ça me fait rire, là. C'est un spectacle de mauvaise critique, là. Mais moi, je savais pas que c'était une comédie musicale. Pourtant, c'était quand même annoncé depuis longtemps. Mais moi, j'ai pas suivi ça. J'ai pas regardé. Je me suis dit, il y a un deuxième film de Joker. Puis, la semaine passée, avant que le film sorte, ils ont sorti la trame sonore. Puis, j'étais avec les vendredis, moi,
Et oui, je suis abonné à Spotify, je l'utilise beaucoup. Je regarde toujours toutes les nouveautés qui sortent. Je me magasine 8 albums, mettons, pour la semaine. Puis là... Wow, c'est une bonne idée. Ça. Je fais tous les vendredis matin. C'est le fun, mon gars. Tu vas dans les nouveautés, là, puis là, Puis même des affaires, je trouve juste la pochette belle. Je fais, OK, téléchargement. Puis là, on commence à l'écouter, l'album. La musique est super bonne. Ah ouais, je suis sûr. C'est, tu sais, Lady Gaga est capable... C'est une des rares qui peut aller dans toutes sortes de directions, tu sais. Puis les arrangements sont bons. C'est weird un peu. C'est musical. J'étais comme, je pense que ça va être assez agréable. Je vois tout ça. Mais c'est sûr, je vais aller voir. Ah ouais, va le voir. Ça va être amusant. Excuse-moi. Ouais. Non. Ensuite, ça, c'était un plus vieux disque. Ça a 2 ans, je pense, ou 3 ans. Ah, c'est vieux. Non, mais tu sais, parce qu'on fait des prescriptions, on se demande si on doit parler de nouveautés. Mais non. Puis, c'est un disque que j'ai écouté beaucoup en courant. OK. Moi qui cours pas en écoutant de la musique, mais c'est très flottant. OK, je m'en cherche. Il n'y a pas de beat, c'est pour ça que j'aime ça. Okay. Ça change pas mon rythme de quoi. C'est Promises de Floating Points puis Pharoah Sanders. OK, t'as ça. Floating Points, c'est un musicien de musique électronique. OK. Mais là, il a fait un disque avec le saxophoniste Pharoah Sanders. OK. Qui est mort depuis, je crois. Ah oui? Je vais me le noter comme il faut parce que... Et un orchestre. OK, et un orchestre. Puis j'ai toujours beaucoup... C'est très beau, c'est très méditatif. Puis une fois, on parlait que j'avais fait des courses là, à relais là, de nuit, des ultras. Là. Mais une fois, j'avais ça dans les oreilles en pleine nuit, dans une forêt, avec juste ma frontale. C'était l'hiver. Puis je me suis perdu du chemin parce que j'étais trop dans l'une à écouter la musique. Oui. J'ai fait une couple de kilomètres de trop à cause de lui. Mais c'est très bon. Ça. Attends, mais là, maintenant que je le vois... Tu l'as déjà écouté. Hein? Je l'ai déjà écouté. C'est vraiment, vraiment beau. J'y retourne tout le temps. Ah, c'est cool. C'est bon, ça. Cool. Et t'en avais un autre aussi, un autre truc, je pense, à partager. Ou deux encore. Okay. Ben, il y a 2 semaines, je suis allé voir, là, ça joue plus à Montréal, mais je le dis parce que ça va tourner à Québec, puis au CNA, puis je pense que ça va en France. C'est le fameux spectacle Surveillé et puni de Safia. Oui. Avec Philippe Cyr à la mise en scène. Je l'ai pas vu. Donc, je suis allé le voir, finalement, à leur dernière supplémentaire, parce qu'avant ça, je travaillais, je ne pouvais pas y aller. Pas la dernière, mais dans la semaine de supplémentaire. Puis, c'était... si ça passe là, proche de chez vous, ça vaut la peine même de prendre son char pour d'aller le voir. Je pense que c'est quand même une expérience vraiment particulière. C'est pas facile à avaler, mais c'est vraiment c'est vraiment beau le travail qui a été mis là-dedans, puis comment c'est fait, puis c'est important de le voir, je pense. Écoute, moi j'étais... C'est une expérience vraiment fascinante, puis ça, c'est rare que ça m'arrive, là, que je m'assois au théâtre, puis je sors, puis je fais « OK, ils ont vraiment été... » Au bout de leur idée. Moi, il y avait Pierre Alain dans mon quatuor. Il a enregistré le violoncelle là-dessus. Ah oui. La musique. Puis c'est lui qui m'a parlé en premier du projet. Puis il dit, man, c'est intense. C'est très intense. Il dit, tu sais, elle prend toutes ces insultes colériques qu'elle retrouve sur Internet. Puis elle en fait un musical quelque part. Tu sais. Avec performance aussi, bon, de scène. C'est pas juste chanter ça, c'est plus gros que ça, le show. Non, mais c'est très chanté. C'est chanté, mais par un chœur, hein, pas par elle. Exact, c'est ça. Une chorale. Exact. Ils sont 17 sur 5, je pense. Une affaire qui a pas de bon sens. Ouais. Et au début, quand j'ai entendu ça, j'étais comme, je pense que je suis pas capable d'aller voir ça, un truc comme ça. Mais je me suis posé la question si j'avais vraiment envie d'aller me taper ça. Même si je suis proche de tout le monde qui a fait ça. Moi, c'est Pierre, notre ami Pierre Lapointe, qui était, je l'ai vu le lendemain, je pense, de la première, puis il était allé, puis il était complètement bouleversé par ça. Il dit, ça fait longtemps que j'ai pas vu un truc comme ça. Il dit, c'est tout. Il dit, c'est toutes les émotions que tu peux bizarrement sentir. Il dit, c'est vraiment un show puissant. Puis là, j'étais comme, OK, il faut que j'aille voir. Puis j'ai comme, évidemment, pas eu le temps. Là. Mais c'est ça, moi, je pensais que c'était la fin, que c'était fini au Prospero, mais Philippe Cyr, le metteur en scène, me disait que ça continue. En fait, ils vont se promener un petit peu. Ils vont même le faire en France, mais je pense avec une chorale là-bas. Ah, c'est une bonne idée. Mais donc ils le promènent, donc ça vaut la peine. Puis Vincent Legault qui a composé la musique, il a fait un travail de fou. Je comprends, j'y ai écrit en sortant de là, j'ai fait, je comprends pas le... Ah oui, le défi de ça aussi. Là. C'est immense. C'est 1h15 de chant choral avec les paroles de... Toi, les réseaux sociaux, t'es quand même un peu déconnecté, non, maintenant? Ouais, je dirais. J'y vais quand même beaucoup, là. Je suis comme tout le monde. Ouais. J'y vais trop pareil, je trouve. Ouais. Mais je m'y prononce pas. Mais c'est ça que je veux dire. Sur un point de vue participatif. Je participe pas beaucoup, non. Ouais, non, je comprends. Je participe peu. Ouais. Je dois plus être dans beaucoup d'algorithmes. Ben, moi non plus, j'ai commenté. Des fois, je vais mettre une photo, quelque chose qui m'amuse, mais... Il n'y a rien de bon qui sort de là pour moi. Participer à un échange, non. Ben, je préfère de loin faire ce qu'on fait en ce moment, là, discuter que d'aller, puis de...
On a envie, des fois, là, on voit quelqu'un écrire quelque chose. Puis là, tu fais comme... Ça changera rien. Ça change absolument. J'aime mieux qu'on s'en parle la fois qu'on va se croiser avec quelqu'un. Ouais, exact. C'est bon, ça. Ouais, je me suis retiré beaucoup. Puis plus récent, sorti cette année, j'ai mis à la fin un disque, le dernier disque de Kim Gordon, qui était la bassiste de Sonic Youth. Ouais, je l'ai pas écouté. J'ai adoré ça, c'est tellement spécial, mais aussi, ce genre de disque que tu mets puis tu fais wow, tu sais, si... Je sais plus quel âge elle a, Kim Gordon, je pense 64 ans. Ouais, ça. À peu près, là. Ou en tout cas, je suis comme, j'espère que je vais être cool comme ça à cet âge-là. Ouais, okay. C'est encore edgy, c'est encore bon, c'est... Wow, ça y va, là. Puis elle s'entoure de qui pour ça? Des plus jeunes un peu. Plus jeunes un peu. Il y a toutes sortes d'affaires, des beats électro étranges, une énergie encore bien punk. J'aime vraiment ça. C'est vraiment... C'est pas pour tout le monde, là. Ouais. Mais t'as eu du plaisir. Ouais, ça m'a fait du bien, en fait. OK. Mais là, écoute, j'avais vu ça passer, mais je m'étais pas trop attardé. Des fois, J'aime beaucoup les disques de gens qui ont rien à prouver ni à perdre. Ça me fait beaucoup du bien. Tu écoutais l'album de Beth Gibbons? Ouais, j'ai écouté. Tu aimais ça? Il est sorti... Pour moi, je les ai écoutés les deux la même semaine. OK. Puis j'avais envoyé ça à ma blonde en texto. J'ai dit, c'est les femmes ménopausées qui vont sauver la musique. Parce qu'ils s'en crissent. J'adore ça. C'est bon. Attends, son disque à elle, c'était The Collective. C'est ça? Que je download ça immédiatement. Ouais, c'est un bon... Il y a plein d'affaires qui sont pas supposées marcher dans ce mélange de musique-là, mais ça marche. Ah, c'est ça. Beth Gibbons, j'ai trouvé ça beau aussi. Moi, je suis un grand fan de son premier disque solo à Beth Gibbons. Out of Season, c'est un de mes disques préférés. Vraiment un beau disque. Tout le temps. Puis cette band-là, on dirait qu'il est pas parti de revenir. Non, c'est sûr, mais... C'est assez... ce qui est un peu plate. Moi, j'ai découvert quelque chose, je pense que t'aimerais. Et c'est canadien. Verbatim, c'est le nom de l'album. Puis l'artiste, c'est Nemesis. Tu connais ça? Non, je connais pas ça. Le fun. Verbatim. Ouais, ça, là, j'ai découvert ça. Encore une fois, c'est mes découvertes du vendredi. Je trouvais la pochette un peu weird. La pochette est un peu weird. Elle est un peu weird, je vais écouter. Puis c'est... écoute, c'est belle voix. Elle réalise ça, elle habite à Toronto. C'est pas super connu, mais je trouvais la réalisation le fun. OK. Puis les textes... Puis c'est pas prétentieux, mais ça livre pas pire. Moi, je regardais ta pochette là, de votre duo, puis je me demandais... la pièce de Caroline Shaw, là, elle a-tu écrit... Qu'elle a écrit Inmanus... Non. Écoute, je voulais tellement. Parce que moi, son album de... J'oublie le nom, mais de Quatuor à cordes avec l'orange dessus. Oui, c'est un beau disque. J'ai tellement aimé ce disque-là. Il est le fun. Vraiment beaucoup aimé. J'aime pas tout ce qu'elle fait après plus folk avec des chants. Pis ça, c'est pas trop mon affaire. Mais là, elle a ses bandes, puis elle a toutes sortes d'affaires. Ses bandes, j'aime pas ça. C'est ça, mais son écriture pour Quatuor à cordes, je trouve ça super beau. Vraiment rafraîchissant, le fun, mais audacieux quand même. Ouais. Puis j'avais vu une super belle installation à la sphère de la SAT. Oui. Avec un chœur qu'elle avait composé, puis elle chantait dans le chœur. Oui. En réalité, Ah, tu parles de la pièce qu'elle a gagné un prix Pulitzer. Pour ça, c'est... Puis là, on était au milieu du don, puis il y avait comme... C'était spatialisé avec les images des chanteurs. Ouais. C'était vraiment beau, ça aussi. Mais j'avais beaucoup aimé ça. Non, elle est cool, sauf qu'elle a une liste d'attente. T'as même pas idée à quel point que... Puis elle est comme weird un peu, parce qu'il y a une pas pire liste pour... Tu sais, si tu veux t'inscrire, je pense que c'est comme genre... Peut-être qu'elle peut te composer quelque chose en 2028. On a fait le même. Oui. Puis ça coûte super cher. Fait qu'elle n'a pas une autre job. Là. Non. Mais c'est qu'elle a son band, qu'elle aime full, qu'elle fait tout le temps. Puis elle accepte toutes sortes d'affaires. Tu sais, il n'y a pas si longtemps, elle avait quand même écrit pour Kanye West. Là, tu sais, elle a fait des arrangements. Elle a fait toutes sortes de trucs inattendus, si on pourrait dire ainsi. Ouais. Mais elle aime encore beaucoup performer. Ouais. Donc, c'est pour ça qu'elle prend une distance par rapport à ça. Je sais qu'elle a entendu mon enregistrement. J'ai envoyé, puis tout ça. Puis elle est très gentille, très courtoise. Ça, c'est une œuvre de jeunesse qu'elle avait faite. Okay. Il y a une vidéo de elle qui le joue parce qu'elle est altiste. Puis je savais pas qu'elle était altiste. Ouais, elle étudiait l'alto. J'ai toujours vu chanter. Ouais, elle a appris l'alto et elle a étudié à Houston. C'est pour ça qu'elle écrit comme ça pour les cordes. Moi, je trouve que c'est... Elle comprend. Elle comprend les cordes. Elle comprend qu'est-ce qui se passe. Puis sa version qui est sur YouTube est vraiment très, très bonne. D'ailleurs, il y a un peu de chant là-dessus. Tu peux m'entendre chanter. Ah ouais? Chanter... en tout cas, il y a du humming. C'est ça. Je fais des petites notes. C'est jusque là que tu vas. On n'ira pas plus loin. C'est bon, ça. All right. Hey, merci, Philippe. Merci à toi. À très bientôt. Ben oui, à bientôt. Vous venez d'écouter La Prescription avec Dr. Fred Lambert. À l'animation, Frédéric Lambert.
Réalisation, montage, recherche et bons conseils, Olivier Chamberlain. Au logo, Joël Vaudreuil. La musique, le groupe Crabe, Jérôme Minière, Philippe B., Ben Chimie, Guillaume Beaulieu et Vincent Vertefeuille. Merci d'avoir été à l'écoute et à bientôt.